bonjour bonjour à toutes et à toutes et bienvenue. Euh, Nous allons attendre un petit peu, ça arrive à toute vitesse et ça va commencer dans quelques minutes. Éventuellement, ceux qui sont là, on peut en profiter pour vérifier que tout fonctionne bien au niveau audio, vidéo. Si vous voyez bien, peut-être vous pouvez nous le dire dans les questions si tout se passe bien. Apparemment, tout va bien niveau audio et vidéo, donc pas de souci. Merci pour votre retour. Bien sûr, le café n'est pas distribué par les organisateurs du webinaire, donc, eh oui, oui. Donc, nous vous laissons quelques minutes pour vous ravitailler en attendant le début. Pour votre information, je vois qu'il y a déjà une question à ce sujet-là. Le webinaire est enregistré, donc il y aura une rediffusion sur notre site. On vous enverra bien sûr un mail avec la présentation qui vous sera fournie aussi. Donc pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on commence parce que le programme est un petit peu chargé ce matin. Donc, bienvenue et merci d'avoir répondu présent pour cet événement de présentation de restitution des résultats du sondage transfert ADEME Harris Interactive qui a été coordonné par A4MT en coordination avec Gaëtan Brispierre, sociologue, et les psychosociologues Delphine Labouze et Laurent Ozou-Chano.
Donc, pendant que les derniers participants continuent à nous rejoindre, je vous propose une introduction aux transféreurs en vidéo. À tout de suite. Voilà. Alors, les derniers participants nous ont rejoints. Donc, nous continuons. Tout au long de ce webinaire, nous allons vous solliciter avec quelques questions pour mieux comprendre votre rapport et vos besoins vis-à-vis des transferts. Et donc, nous commençons avec une première question. Avant d'être invité à cette présentation, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du concept de transféreur? Oui, oui, et vous connaissez bien ce concept, vous savez ce dont il s'agit. Oui, mais vous ne savez pas exactement ce dont il s'agit. Non, mais vous êtes venu car vous souhaitez découvrir le sujet. Nous vous laissons répondre dans la petite box qui doit s'afficher pour vous. Très bien, donc une bonne moitié d'entre vous connaît déjà le concept, mais beaucoup d'entre vous viennent également pour le découvrir. Eh bien, ça tombe bien, car nous avons des résultats très intéressants à vous présenter. Un petit tour par le déroulé. Est-ce que on voit bien? J'ai l'impression que ça revient aussi.
Hop, voilà. Nous allons commencer donc ce webinaire par un petit tour sur le contexte autour de ce sondage. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de continuer à en apprendre plus sur les transféreurs? Et donc, pour cette présentation, nous aurons Anaïs Rossi de l'ADEME et le sociologue Gaëtan Brispierre. Nous passerons ensuite aux résultats du sondage en 10 enseignements clés qui nous seront présentés par Marianne Desremeaux, qui était en charge de l'étude chez Harris Interactive. Puis, nous parlerons des actions de terrain qui sont importantes et qui existent déjà et qui vont permettre de faire vivre le concept de transféreur dans vos entreprises, vos organisations. Donc, pour cela, nous recevons Philippe Levesque de mon atelier Écofrugal, Anne Lecor du Printemps écologique, Amélie Goudon-Sapé de l'Atelier Bleu CPIE Côte-Provençale et Soline Moretti du réseau FEV. Nous passerons ensuite aux recommandations pour l'action qui nous seront présentées par la psychosociologue Delphine Labouze. Et enfin, le mot de la fin reviendra à Cédric Borel, directeur d'A4MT, pour replacer l'importance de l'étude dans le contexte plus général des sciences sociales et de ce qu'elles ont à nous dire pour accélérer la transition énergétique et quelles questions fondamentales est-ce que cela peut ouvrir pour des recherches futures. Voilà, donc je vous laisse avec Anaïs Rossi et Gaëtan Brispierre. Merci Marine, bonjour à tous. Alors une petite introduction du coup du contexte. Dans le cadre de nos actions à l'ADEME, nous cherchons à accompagner et mobiliser les différents acteurs, que ce soit le grand public, les entreprises ou les collectivités, donc à accélérer la transition écologique. Et effectivement, on a tous un rôle à jouer, que ce soit à la maison, au travail ou sur nos lieux de consommation. Et donc, les salariés, les dirigeants, les responsables RSE sont une cible importante pour nous, car l'entreprise est aussi un lieu d'engagement écologique. On s'aperçoit peut-être moins facilement qu'à la maison, mais au bureau, les sources de gaspillage et de consommation d'énergie sont multiples. Donc, l'ADEME a d'abord contribué au financement du projet de recherche transfert dans le cadre de l'appel à projet de recherche TESS, donc Transition écologique, économique et sociale. Donc, c'est un appel à projet qui est dédié aux sciences humaines et sociales et qui est transversal aux différents champs d'action de l'agence. Donc, il s'agissait là de mieux comprendre ce phénomène de transféreur, de cerner dans quelles conditions les comportements pro-environnementaux, que ce soit en matière de déchets, de mobilité ou d'énergie, donc réalisés dans la sphère privée, sont transférés sur le lieu de travail ou inversement, et comment susciter l'émergence de ces transféreurs. Donc, il apparaît que ce phénomène de transfert de pratiques écologiques entre le domicile et le lieu de travail représente un levier potentiellement puissant pour massifier la transition écologique. Et donc, il peut clairement contribuer à faire évoluer les pratiques sociales, à la fois au sein des organisations, mais aussi dans les sphères de vie personnelles. Donc, non seulement les transféreurs diffusent des pratiques écologiques entre les différentes sphères de vie, mais ils deviennent aussi à leur tour prescripteurs finalement dans l'entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc, suite aux résultats de ce projet de transfert, de ce projet de recherche, nous avons souhaité aller plus loin avec l'équipe de recherche et A4MT, donc pour à la fois asseoir les résultats de la recherche dans un cadre plus opérationnel, pour avoir aussi des données chiffrées permettant de mesurer finalement l'ampleur de ce phénomène et également de mieux cerner le profil de ces transféreurs et des transféreurs en devenir, ainsi que le type d'entreprise et les contextes organisationnels qui s'avèrent les plus favorables pour soutenir ces transféreurs. Il s'agissait aussi de mieux identifier les freins et les leviers pour soutenir ces démarches et massifier le phénomène. Donc, d'où cette enquête quantitative qui a été lancée auprès d'un échantillon représentatif de salariés, réalisé donc par Harris Interactive avec l'équipe de sociologues et psychosociologues et piloté par A4MT.
Et donc, les conclusions qui vont vous être présentées sont très riches et viennent directement compléter et nourrir nos réflexions et nos actions à l'ADEME, que ce soit à la fois sur la cible grand public et la cible entreprise, comme par exemple le guide qui a été diffusé, donc être éco-responsable au bureau, qui propose des bonnes pratiques à mettre en place en entreprise, mais aussi toutes les publications, les infographies, les conseils, etc., que vous pouvez trouver sur notre site internet, qui sont mis à disposition des salariés des organisations. Donc les résultats et leur diffusion permettront sans doute, on l'espère, d'interpeller les salariés, de susciter des vocations, de faire comprendre peut-être aux transféreurs en puissance leur capacité d'action au sein des différentes sphères de vie, et puis de faire émerger peut-être des réseaux de transféreurs, des lieux d'échange, de bonnes pratiques qui permettront de générer une massification de ce phénomène. Donc, on espère aussi que les résultats permettront d'interpeller les dirigeants, les responsables RSE, qui ont un rôle majeur pour soutenir les salariés et pour offrir les conditions d'émergence de ce phénomène, notamment matériel et logistique, mais pas que, comme nous le verrons. Donc, un enjeu probablement aussi à induire des changements de posture individuelle et collective. Donc, aux organisations maintenant aussi de s'emparer de ces résultats et de soutenir les initiatives. Et puis à ceux et celles qui ont déjà mis en place des actions, on vous remercie de partager votre expérience et de diffuser aussi ces pratiques dans les réseaux. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Gaëtan Brispierre qui va revenir sur quelques enseignements du projet de recherche initial pour compléter voilà, ces éléments. Gaëtan, je te laisse la parole. Merci Anaïs. Écoutez, je suis vraiment très heureux qu'on soit tous réunis aujourd'hui autour de ce sujet du transfert de pratiques environnementales domicile-travail. J'ai effectivement réalisé la première étude sur le sujet avec la sociologue Anne Desrues. Donc, je ne vais pas forcément vous résumer les résultats de l'étude qualitative que j'avais réalisée. Plusieurs d'entre vous en ont déjà pris connaissance. On mettra de toute façon pour les autres les liens dans le chat. Je vais plutôt essayer de faire le lien entre les résultats de cette étude et puis les résultats du sondage que Marion va vous présenter ensuite. Et puis autour de 4 grands enseignements qui figurent sur le diaporama. La première idée, finalement, cette étude qualitative, elle avait fait émerger une nouvelle figure sociale de l'écologie, le transféreur, qui avait rencontré un certain écho sur les réseaux sociaux, dans la presse. Mais tel qu'on l'avait défini, le transféreur, c'est pas seulement un salarié qui adopte des pratiques écologiques au travail, c'est en quelque sorte un activiste, quelqu'un qui cherche à changer les choses autour de lui, que ce soit en influençant ses collègues ou le fonctionnement de l'entreprise. Ce que nous apprend le sondage, c'est que derrière cette minorité active de transféreurs avancés, en quelque sorte, se cache en réalité une majorité silencieuse de salariés qui transfèrent à bas bruit dans leur quotidien ou qui souhaiteraient le faire davantage. Donc le transféreur, finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt, et vous allez découvrir que le transfert, c'est un véritable phénomène de société qui est aujourd'hui en train de faire bouger le monde du travail. Deuxième idée qui permet de comprendre la généralité de ce phénomène. Parce que, effectivement, le transfert, c'est pas seulement un sujet de militants écolos qui chercheraient à utiliser le monde du travail comme un nouveau terrain de propagande. Non, il y a un ressort majeur derrière le transfert qui fait sa généralité, c'est finalement le sentiment de mal-être au travail qui est malheureusement assez largement partagé aujourd'hui et qui se comprend à travers 2 aspects. Il y a d'abord une perte de sens qui s'explique par le fait que l'écologie progresse plus vite dans la sphère privée et donc finalement le monde du travail est un peu en retard sur ce sujet de l'écologie. Donc le transfert va correspondre en fait à une recherche de cohérence identitaire, d'alignement entre ses valeurs et ses pratiques dans toutes les sphères de vie. Deuxième aspect de ce mal-être,
c'est la dégradation finalement des conditions de travail, à la fois sur le plan matériel, sur le plan relationnel. Et le transfert va participer d'une volonté des salariés d'améliorer leurs conditions de travail, alors qu'il va trouver plus ou moins écho en fonction des modes de management. Et en positif, on peut relier ça à des modes de management actuels, le travail autour des raisons d'être de l'entreprise, les entreprises à mission, les entreprises libérées. Troisième grand enseignement, l'étude Cali avait montré qu'il y avait un potentiel d'impact collectif des transferts dans l'entreprise, mais que les transferts finalement peinaient à trouver du répondant du côté des décideurs. Au départ, le transfert, c'est bien un phénomène de type génération spontanée, un mouvement qui part du bas, et le sondage le confirme bien. Les transféreurs cherchent d'abord à convaincre leurs collègues, forment des petits groupes informels de salariés, mais ils montrent aussi que le manque de soutien est criant, non seulement des managers, mais aussi des directions concernées. Et Anaïs le disait, finalement, ces résultats interrogent aussi la posture des RSE. Aujourd'hui, les fonctions RSE sont en train de monter en puissance dans beaucoup d'entreprises, atteignent le niveau stratégique, mais à mon sens, il ne faut pas qu'elles oublient de rester à l'écoute des salariés, de partir de leurs envies et de les accompagner. On voit aussi dans le sondage que les actifs interrogés demandent aux entreprises de s'engager plus fortement et plus clairement en faveur des pratiques écologiques des salariés. Ça doit passer par des investissements dans des infrastructures facilitantes, mais aussi, c'est peut-être plus surprenant, en posant des règles claires pour mettre tout le monde au diapason de ces pratiques écologiques. Enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est que on n'a pas inventé le transfert ni les transféreurs. Ce que l'équipe de recherche a fait, c'est finalement mettre le doigt sur une réalité qui préexistait à la recherche. Et ce que permet de faire aujourd'hui le sondage, c'est de mieux quantifier cette réalité, de mieux la mesurer. Et vous allez voir tout à l'heure une diversité d'organisations qui travaillent déjà avec des transféreurs et parfois depuis longtemps, qui les soutiennent dans leur action sous différentes formes, que ce soit des accompagnements à travers des ateliers, à travers du numérique, que ce soit de la mise en réseau sur un territoire ou en fournissant des ressources, ou même des regroupements d'intérêts sous une forme syndicale ou de mouvements sociaux. Et à mon sens, les acteurs nationaux, comme l'ADEME, qui ont pour mission d'écologiser la société, ont intérêt à se saisir davantage de ce mouvement social, en valorisant les transféreurs, en soutenant ce type de structure qui les accompagne, et ainsi que les entreprises qui font une place aux transféreurs. Peut-être pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'il est temps aujourd'hui de changer de regard sur le monde du travail, qui n'est pas seulement une entité productive, c'est aussi un lieu de vie et donc de consommation. Et puis le monde du travail, ça peut être, ça doit être aussi un puissant levier d'exemplarité écologique pour les autres sphères de la société. Voilà, maintenant place aux résultats qui vont vous être présentés par Marion. Bonjour à tous. En effet, j'ai la lourde tâche de vous présenter succinctement les 10 principaux enseignements de cette étude très riche. On a essayé vraiment de synthétiser au maximum des enseignements très très riches. Déjà peut-être un premier mot sur la méthodologie, sur la slide suivante pour vous présenter la manière dont on a travaillé. En effet, on est sur un sondage quantitatif où on a interrogé un échantillon très large d'un peu plus de 1000 salariés sur l'ensemble du territoire, et un échantillon qui a été construit selon la méthode des quotas, qui est donc représentatif à la fois sur les variables individuelles, sexe, âge, catégories socio-professionnelles, mais aussi représentatif des types d'entreprises, types d'organisations dans lesquelles aujourd'hui les salariés évoluent. Donc c'est vraiment des résultats qui nous permettent d'extrapoler à l'ensemble de la population des salariés. Et c'est intéressant parce que comme le disait Gaëtan, on avait vu une figure émerger à travers l'étude qualitative. Et avec l'enquête quantitative, on en voit émerger plusieurs. Mais déjà, peut-être premier enseignement important, avec un chiffre fort donc sur la slide suivante, c'est qu'on est sur
86% des salariés aujourd'hui qui nous disent être des transféreurs. Je ne sais pas, Marine, s'il est possible de passer à la slide suivante. Parfait. Donc aujourd'hui, presque tous, peu ou prou, on peut être considéré comme des transféreurs. Mais on va le voir, on est transféreurs à des stades assez différents. Donc ça, c'est pas une question qui a été posée en tant que telle aux participants. On leur a pas demandé êtes-vous transféreur avancé, intermédiaire, débutant, etc. Non, c'est quelque chose qu'on a reconstruit à travers plusieurs questions de l'étude. Et on voit apparaître ces 5 figures. Alors les transféreurs avancés, c'est effectivement la petite tranche de salariés extrêmement convaincus qui sont un peu les fers de lance, qui vont avoir une démarche qui est très volontaire, engagée et systématique, c'est-à-dire qu'ils nous disent avoir transféré entre leur domicile et leur lieu de travail tous les types de comportements qu'on a testés. Petite minorité, à l'inverse, on a un type qui représente à lui seul près de 2/3 des salariés qu'on a interrogés et qu'on a appelés les transféreurs intermédiaires. Ceux-là, ils ont commencé à transférer un certain nombre de pratiques, mais pas toutes. Ils ont une posture qui est un peu moins volontariste et on y reviendra, notamment quand on parlera du rôle de l'organisation. 19%, donc près d'un salarié sur 5 qui est un transféreur débutant, c'est-à-dire ils ont commencé à initier des petits transferts, mais on en est vraiment au début du chemin. Et on a 14% de non-transféreurs. Parmi ceux-là, on a 8% de personnes qu'on a appelées transféreurs en devenir parce qu'ils nous disent qu'à l'avenir, ils pourraient effectuer un transfert de pratique en faveur de l'environnement de chez eux vers leur lieu de travail ou vice-versa. Et on a 6% de gens qu'on pourrait considérer comme des réfractaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont transféré aucune pratique en faveur de l'environnement et ils ne comptent pas, ils n'envisagent pas de le faire à l'avenir. Au premier enseignement, on est un peu tous des transféreurs, mais à des moments du chemin un peu différents. Si on passe à l'enseignement numéro 2, on l'a vu, on a des transferts qui peuvent aller dans deux sens, soit du domicile vers le lieu de travail, soit du travail vers le domicile. Il y a un sens, en effet, qui existe plus. Aujourd'hui, on le voit sur la slide suivante. Aujourd'hui, quand on demande aux personnes est-ce qu'elles font plus en faveur de l'environnement à leur domicile ou à leur lieu de travail, aujourd'hui quand même on a des salariés qui nous disent à une courte majorité faire plus à leur domicile. 36% disent avoir autant de comportements en faveur de l'environnement à leur domicile et à leur lieu de travail, des gens qui auraient sans doute déjà transféré. C'est peu fréquent, hein, on a 6% des gens qui disent qu'ils en font plus sur leur lieu de travail que chez eux et 3% qui disent qu'ils ne font rien du tout. Et du coup, logiquement, quand on regarde, on a effectivement un sens de transfert qui est prioritaire. Rappelez-vous, on a 86% de transféreurs et parmi ceux-ci, on en a 81% qui disent qu'ils ont déjà transféré un comportement en faveur de l'environnement de leur domicile vers leur lieu de travail. Est-ce que ça veut dire que l'autre sens de transfert n'existe pas? C'est pas vrai, il existe. On a quand même 56% des répondants qui nous disent qu'ils ont transféré un comportement écologique de leur lieu de travail vers leur domicile. C'est pas à négliger, ça veut dire qu'il peut quand même aussi avoir un effet levier sur le lieu de travail et qui va se répercuter sur l'ensemble de la sphère du domicile. Qu'est-ce qu'on transfère? Si on regarde les types de comportements, si on passe sur la slide suivante, vous allez le voir, ça concerne surtout 3 types de comportements. Le type de comportement qui est le plus transféré, c'est tout ce qui a trait à la réduction ou à la valorisation des déchets. Hein. On pense notamment au tri sélectif. C'est le premier type de comportement qui est transféré dans un sens comme dans l'autre. Le deuxième, on le voyait dans le petit film, il y a tout ce qui est lié aussi aux économies d'énergie qui se prête également assez bien au transfert. Et le troisième, un sujet important et qui monte en puissance, c'est tout ce qui est lié à la pollution digitale, tout ce qui est lié à la fabrication et à l'utilisation de tous les outils numériques, et je sais qu'on en a utilisé cette année. On voit là que c'est sans doute un sujet dont les organisations pourraient se saisir, et on a même déjà 1/3 des salariés qu'on a interrogés qui disent qu'ils ont transféré une bonne pratique sur ce sujet qu'ils avaient déjà d'abord mis en place au travail vers leur domicile. Et ensuite, on a 3 types de comportements qui se prêtent un peu moins pour le moment au transfert. C'est tout ce qui est lié à l'alimentation, à la mobilité et plus largement à la consommation. Un quatrième enseignement, on se demande forcément l'impact de tout ce qui s'est passé cette année sur la crise sanitaire. Donc si on regarde la slide suivante,
on a une crise sanitaire qui est venue un peu chambouler nos modes de vie, nos modes de travail, et ça peut avoir un impact sur l'avenir. On a demandé aux salariés s'ils avaient adopté un certain nombre de comportements et s'ils souhaitaient conserver les nouvelles habitudes prises. Et ils nous ont quand même assez massivement répondu oui pour certaines. Tout d'abord, ils nous disent qu'ils ont moins consommé et qu'ils comptent continuer à le faire à l'avenir. 58% nous disent bon bah j'ai pris l'habitude de me faire à manger à midi, hein, notamment parce que soit les restaurants n'étaient pas ouverts, soit j'étais à mon domicile et je me dis que je voudrais continuer à le faire parce que ça permet d'éviter un certain nombre de déchets, d'emballages liés à ma pause déjeuner habituellement. 57% disent qu'ils ont davantage consommé en circuit court et qu'ils voudraient le faire à l'avenir. On a moins imprimé et on se dit que du coup, on a peut-être moins besoin de le faire à l'avenir. On a un peu plus d'un tiers des salariés qui ont pu voilà, télétravailler au cours de cette année 2020 très particulière et ont pris l'habitude de faire leurs réunions à distance et se disent que ce serait pas mal de continuer, notamment parce que ça peut avoir des impacts bénéfiques pour l'environnement. Et puis la mobilité qui a pu changer, c'est-à-dire qu'on a pris moins les transports en commun parfois et on a privilégié des mobilités douces comme la marche ou le vélo. Si on regarde le cinquième enseignement, on en a parlé, on a beaucoup de gens qui transfèrent. Qu'est-ce qui motive cela? La première réponse, elle est en effet, c'est d'abord une logique identitaire. On a des transféreurs et des transféreuses qui nous disent vouloir être en cohérence avec leurs valeurs dans toutes leurs sphères de leur vie. Donc c'est vraiment la première réponse qui est donnée. C'est d'abord un engagement à titre individuel, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent aller plus loin, qui agissaient déjà et qui veulent effectivement massifier cela dans toutes leurs sphères de leur existence. Et Gaëtan aussi en parlait, il y a une vraie recherche de gains en termes de qualité de vie, donc améliorer son environnement de travail, son logement, son environnement au quotidien. Mais regardons quand même la quatrième réponse qui est donnée par plus de 7 répondants sur 10. On a 7 transféreurs sur 10 qui nous disent vouloir changer les choses à une plus grande échelle et faire en sorte qu'il y ait un effet boule de neige. Pas négligeable aussi, près de 6 sur 10 qui nous disent qu'ils veulent retrouver du sens dans leur vie professionnelle ou leur vie privée. Des transféreurs un peu plus opportunistes qui y voient quelque chose d'utile à valoriser à titre professionnel ou personnel, et puis une dimension relationnelle qui est pas non nulle, qui est citée par 4 répondants sur 10. Donc on l'a vu, si on passe à l'enseignement suivant, on a 7 transféreurs sur 10 qui nous ont dit vouloir changer les choses à une plus grande échelle. En effet, les transféreurs vont souvent ne pas se contenter de le faire à titre personnel, mais aussi essayer de convaincre d'autres. Alors, quand on est un transféreur qui a transféré des pratiques écologiques, je veux bien qu'on revienne sur la slide précédente, parfait, du domicile vers le lieu de travail, on a pu chercher, dans près d'un cas sur 2, à convaincre d'autres collègues dans son bureau, dans son open space, dans son environnement de travail. Un cas sur 4, on a cherché à convaincre le manager à l'embarquer pour qu'il puisse instaurer des changements plus globalement dans l'équipe. Et un transféreur sur 5 dit aussi avoir cherché à convaincre la direction. Ça peut passer aussi par un investissement encore plus grand des salariés, un certain nombre qui vont nous dire j'ai fait partie d'un groupe de salariés investis sur ces questions dans mon entreprise, j'ai participé, voire organisé moi-même des événements sur ce type de sujet, ou je suis allé jusqu'à participer à l'élaboration de la politique RSE. Alors on est sur des chiffres qui sont moins importants, souvent c'est de l'ordre d'un salarié sur 10 ou moins, mais c'est quand même non négligeable. Et quand on transfère dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a importé du travail, des pratiques en faveur de l'environnement jusqu'à chez soi, on va essayer de convaincre d'autres personnes, en premier lieu les personnes qui habitent avec nous dans notre foyer, dans 6 cas sur 10, mais on a aussi 4 transféreurs sur 10 qui dans ce sens vont dire j'ai cherché aller plus loin et à convaincre mes amis, mes groupes sur les réseaux sociaux. 20% j'ai voulu aller jusqu'au voisinage, au quartier, et 14%, 12% j'ai essayé de convaincre des associations ou des institutions locales. Donc un effet de rayonnement. On a un certain nombre de transféreurs qui essayent de faire en sorte qu'il y ait en effet un effet boule de neige et que le changement soit non pas seulement individuel, mais aussi collectif.
Donc on voit, on a beaucoup de transféreurs, mais l'enseignement 7 va nous montrer que ce n'est quand même pas toujours aisé de transférer parce qu'on peut se heurter à un certain nombre d'obstacles pratiques, mais aussi psychologiques. Les transféreurs, hein, les premières difficultés qu'elles rencontrent, elles sont en effet plutôt pratiques. On nous dit j'ai eu des problèmes, j'ai rencontré des difficultés ou des contraintes matérielles ou logistiques, j'avais pas la main sur les équipements, il n'y avait pas ce qu'il fallait en place, j'avais pas d'alternative. Donc c'est le premier frein qui est cité. On a aussi des freins qui sont plus de l'ordre individuel, c'est-à-dire que c'est difficile de changer ses habitudes, que ça demande un peu de temps, un peu d'organisation, voilà, pour adopter ces comportements, et que souvent on a déjà une forte charge de travail et qu'il faut qu'on arrive à faire tout ça. Mais on a quand même 28% des transféreurs qui nous disent avoir fait face à une attitude peu encourageante de leurs collègues, des moqueries ou un désintérêt, une absence de soutien, et 19% aussi qui disent avoir s'être heurté à une attitude peu encourageante de l'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a des aspects très pratiques, matériels, mais pas que. On a aussi interrogé les non-transféreurs, parce que ils n'étaient pas nombreux, 14%, mais c'est pas négligeable. Donc on a essayé de comprendre pourquoi ces personnes-là n'avaient initié aucun transfert, ni dans un sens ni dans un autre. La première réponse qu'ils nous donnent, c'est effectivement, et on y reviendra sur ce sentiment de contrôle, je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main sur le fonctionnement des équipements, sur mon lieu de travail ou à mon domicile, je ne peux pas régler mon chauffage, je n'ai pas de solution pour le tri sélectif, donc voilà, je ne suis pas aidée matériellement, donc je ne peux pas le faire. Comme les transféreurs qui avaient des difficultés, on a la question du temps, hein, qui est difficile, mais on a aussi 18% des non-transféreurs qui disent que l'entreprise n'a pas de moyens à y consacrer, et à peu près une proportion qui dit je ne vais pas rencontrer, je sais que je ne vais pas avoir de soutien dans mon organisation, et donc ça me freine aujourd'hui. Donc tout ça laisse savoir que du coup, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites. On l'a vu, l'étude, elle avait vocation à identifier combien de salariés pouvaient être considérés comme des transféreurs, qui ils étaient, mais aussi ce que l'organisation pourrait faire pour les soutenir. Donc si on passe sur l'enseignement suivant, je veux bien du coup qu'on change la slide, parfait. C'est sur ce qu'on attend des entreprises aujourd'hui pour favoriser les transferts. Et donc si on regarde la slide avec le graphique, vous allez le voir, on a des attentes qui sont de différents ordres. Déjà, vous le voyez, les attentes, elles sont élevées, hein, parce qu'on a testé au moins d'une petite dizaine d'items en se disant, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent que votre entreprise fasse tout ça? Toutes les réponses, déjà, on a une majorité de salariés qui disent oui, ce serait pertinent que mon entreprise mette ça en place. Le premier, ça ne va pas vous étonner, on l'a vu, le premier frein, ce sont les contraintes matérielles et pratiques. Donc ce qu'on veut et ce qu'on attend d'abord d'une entreprise, c'est qu'elle mette en place des infrastructures qui vont faciliter l'adoption de bons comportements. On veut des stationnements vélo, on veut des poubelles de tri, on veut pouvoir se doucher sur son lieu de travail, ce type de choses. Donc ça, c'est les premiers éléments. Après, il y a tout ce que on pourrait ranger. Alors, on utilise pas mal ce terme parfois dans le milieu des études aussi, c'est tout ce qui est le nudge, donc tout ce qui va être les coups de pouce, les petites choses que peut faire l'entreprise pour favoriser sans trop d'efforts les bons comportements. Alors ça peut être voilà, ne plus mettre de gobelets en plastique dans la machine, ce qui oblige les gens à utiliser une tasse, ça peut être des petites incitations financières, ce type de choses. Après, l'entreprise, c'est aussi, et là aussi Gaëtan l'a dit, un lieu de consommation, d'achat. Donc déjà, à travers sa politique d'achat, l'entreprise peut changer un certain nombre de choses, et on aimerait que son entreprise utilise ces leviers-là. Et puis, au-delà de ça, il y a tout ce qu'on peut appeler la culture interne de l'entreprise, qui peut instaurer un climat et une culture interne qui favorise l'adoption de comportements en faveur de l'environnement, des affiches incitatives dans les locaux, ce type de choses. Ce qui est intéressant, je pense, c'est si on regarde quand même la fin du classement, on en a 7 sur 10 qui disent que ce serait pertinent de confier à des salariés la responsabilité de promouvoir l'adoption de ce type de comportement sur le lieu de travail en leur donnant des moyens. Et c'est presque plus cité que le fait de créer une fonction idoine dans l'entreprise. Donc on retrouve ce mouvement un peu émergent vers le bas, plus qu'une forme d'institutionnalisation.
Si on passe au 9e enseignement, ça va être celui, en effet, des soutiens, parce qu'on l'a dit, c'est aussi une question de soutien qu'on peut rencontrer. On voit qu'il est clé et pour l'instant, il n'est pas énormément ressenti, parce que quand on demande est-ce qu'on a reçu des soutiens pour transférer des faveurs, des comportements en faveur de l'environnement du domicile vers le lieu de travail, bah, vous voyez, il y a un transféreur sur 2 qui dit non, je n'ai rencontré aucun soutien dans mon organisation. Le plus souvent, quand on en a rencontré un, c'est celui des collègues. En revanche, on a à chaque fois moins de 15% des salariés concernés qui nous disent avoir reçu un soutien de la direction, de leur manager ou d'un autre membre du CODIR ou de la direction, y compris RSE, ressources humaines, etc. Donc pour l'instant, des transféreurs qui peinent un peu, on l'a dit, à retrouver du soutien dans l'entreprise. Pour finir du coup, et pour resynthétiser un peu tout ça, on a commencé, rappelez-vous, en vous disant qu'il y a plusieurs types de transféreurs, hein, une pluralité de profils et de logiques, donc on va revenir un peu sur chacun d'entre eux. Si on commence avec le premier, c'est, vous savez, ces transféreurs avancés, qui représentent un petit poids hein, aujourd'hui dans la population de salariés, ils sont 4%. Alors on a fait l'exercice d'aller regarder un petit peu qui ils sont, dans quel type d'environnement de travail ils évoluent. Alors qui ils sont? Déjà ils sont quand même majoritairement plutôt jeunes, sans enfants, ils évoluent dans un milieu urbain et souvent dans des fonctions opérationnelles ou de type fonction support. À quoi ressemble leur cadre de travail? Alors il n'y a pas un cadre de travail type parfait qui soutiendrait les transféreurs avancés. Non, on les retrouve un petit peu partout, avec une petite surreprésentation des petites entreprises, des petites structures de 10 à 19 salariés. Pourquoi? C'est parce que c'est peut-être aussi des structures où on a un peu plus le sentiment d'avoir la main pour faire des choses. En tout cas, ils sont dans des organisations qui ne sont pas forcément en avance sur ces aspects-là d'écologie, mais qui laissent une forme de prise d'initiative aux salariés et dans lesquels les transféreurs avancés ont pu s'engager pour changer les choses. Ensuite, on avait identifié 3 variables qui étaient susceptibles de, selon nous, favoriser les transferts et qui étaient issues des études précédentes qui avaient été menées par Gaëtan, Delphine et les autres. C'était est-ce qu'il y a une similarité entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille? Est-ce que l'environnement est une composante forte de notre identité? Est-ce que ça rentre en compte dans la manière dont on se définit? Et est-ce qu'on se dit qu'on est en contrôle, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'adopter ces comportements dans toutes nos sphères de notre vie? Et bien ces transféreurs avancés, ça ne va pas vous surprendre, oui, ils se définissent vraiment à travers le prisme de l'environnement et ils se disent qu'ils ont les moyens, qu'ils sont en position de changer les choses. Le deuxième type, et c'est un peu monsieur et madame tout le monde, donc il y a assez peu de spécificité en termes de profil sociodémographique, c'est les transféreurs intermédiaires. Et c'est là qu'on voit que l'organisation elle a vraiment un poids, un rôle à jouer, parce que ces transféreurs intermédiaires, on s'est rendu compte qu'ils étaient le plus souvent dans des organisations qui avaient déjà initié quelque chose en matière de RSE, en matière de comportement en faveur de l'environnement, et que donc c'est des transféreurs intermédiaires qui ont été un peu poussés, initiés par l'organisation, plus que les transféreurs avancés qui étaient vraiment dans une démarche, eux, personnelle, volontariste. Ils se définissent quand même aussi à travers l'environnement, même si c'est un peu moins que les transféreurs avancés. Ce qu'ils ont moins un petit peu déjà, c'est le sentiment de contrôle, mais comme ils sont aidés par l'organisation, ils ont déjà mis des choses en place. Le troisième type, ça va être nos transféreurs débutants, donc ça c'est ceux qui ont initié quelque chose. Alors en termes de profil, là on est sur des salariés qui sont souvent plus âgés, qui ont passé la quarantaine, qui sont dans des situations familiales plus installées et qui sont un peu souvent propriétaires en zone rurale. Là encore, pas forcément de spécificité sur la taille et le secteur d'activité. En revanche, on peut émettre l'hypothèse qu'ils ne sont que transféreurs débutants parce qu'ils sont dans des organisations qui ne définissent comme pas très engagées en faveur de l'environnement, qui ont peu mis en place les différents types d'actions là qu'on avait testés à la fin, et en plus une organisation qui n'est pas vraiment participative, donc qui ne leur laisse pas l'opportunité, la place pour avoir ce type de démarche. Et donc, comme en plus ils n'ont pas une identité environnementale très forte,
pour l'instant, s'il ne se passe rien du côté de l'organisation, on a du mal à voir comment ils pourraient encore progresser dans leur démarche. Il nous reste 2 petits tips pour terminer. Les transféreurs en devenir, qui sont 8%. Alors là, on est avec des personnes qui sont souvent plutôt seules sans enfants. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est plus souvent des employés de TPE ou des fonctionnaires. Alors, je ne vais pas dire de bêtises sur la fonction publique, mais il se trouve qu'on a une corrélation là entre des gens qui sont dans la fonction publique et qui nous disent que leur organisation n'est pas très engagée dans la promotion de comportements en faveur de l'environnement et qu'ils n'ont pas vraiment de possibilité de sortir un peu de leur fonction habituelle au travail et de proposer des activités ou prendre des initiatives qui en sortent. Et vous le voyez en bas, hein, sur les 3 critères facilitants qu'on avait pu indiquer, à chaque fois, ils sont moins que la moyenne, c'est-à-dire que déjà, ils disent que là où ils travaillent, ça ne ressemble pas à leur lieu de vie et que du coup, c'est difficile de transposer des pratiques. Ils ne se définissent pas très fortement en matière d'environnement et ils ont le sentiment de ne pas contrôler, c'est-à-dire de ne pas avoir la main sur l'adoption de comportements en faveur de l'environnement chez eux ou au travail. Et puis les derniers, hein, c'est nos petits réfractaires qui ne sont pas nombreux, hein, qui sont 6%, mais bon, on a quand même été regarder qui ils étaient. Et là, on a une surreprésentation du secteur du commerce, donc notamment des salariés qui évoluent en magasin. Donc là, on a une différence notable, hein, forte entre le lieu où on vit et le lieu où on travaille, parce que autant on peut dire un bureau, on peut trouver des parallèles avec son logement, autant quand on travaille en magasin, c'est encore plus compliqué. Et puis, sans surprise, ils sont pas aidés par leur organisation et surtout, ils se définissent pas par l'environnement, hein, mais c'est assez logique, hein. Ils nous disent qu'ils souhaitent pas engager de transfert parce que pour eux, c'est pas quelque chose qui leur correspond. Donc voilà, pour resynthétiser, les transferts, c'est vraiment une réalité sociale aujourd'hui et c'est la première surprise, hein, qu'on a eue en faisant l'étude. On pensait être sur un phénomène minoritaire, on a quelque chose qui est très important, mais avec des logiques et des stades très différents et dans laquelle l'organisation, en fait, à tous les niveaux, a sans doute des cartes à jouer pour le fait que les transferts évoluent à chaque fois dans un sens plus avancé. Merci beaucoup Marion pour la présentation des résultats. Et donc maintenant qu'on vous a présenté qui sont les transféreurs et quels sont les divers profils qu'on a pu dégager grâce à ces résultats, nous souhaitons donc vous connaître un peu plus. Vous, comment vous vous situez par rapport au transfert? Donc on indique qu'il y a plusieurs réponses possibles, c'est-à-dire que vous pouvez être à la fois un transféreur avancé ou un transféreur débutant. Et que ça rentre dans le cadre de vos fonctions ou vous êtes plutôt, enfin c'est un sujet qui vous intéresse, vous ne vous considérez pas transféreur, mais c'est important dans le cadre de vos fonctions professionnelles ou des personnes que vous encadrez. Très bien, donc plus du tiers d'entre vous sont intéressés par le sujet dans le cadre de leur fonction professionnelle et des personnes qu'ils encadrent. Et alors, on est un peu différent que notre échantillon du sondage puisqu'on a 35% de transféreurs avancés. Par contre, voilà, le profil majoritaire reste celui des transféreurs intermédiaires. Et nous n'avons pas de réfractaires parmi nous aujourd'hui.
Donc, nous allons passer tout de suite à un moment d'échange. Hop. Nous connaissons maintenant mieux les transféreurs, leur nombre, qui ils sont, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et leurs obstacles. Et donc nous voulions mettre en avant l'importance des actions de terrain. Nous sommes partenaires donc de plusieurs organisations, réseaux ou associations qui participent de la mobilisation des transféreurs sur le terrain, soit en travaillant avec les entreprises ou les salariés, donc des organisations comme Riposte Verte, l'Atelier Éco-Frugal ou encore Énergique, en déclinant des projets d'animation et de capacitation des transféreurs au niveau du territoire. Donc, c'est le cas de l'initiative Bureau à énergie positive de l'ALEC Lyon ou encore de l'Atelier Bleu Côte Provençale, qui nous exposera son projet. Ou encore des réseaux de rencontres ou d'empowerment de transféreurs comme le Printemps écologique ou encore le réseau FEV. L'importance de ces actions menées sur le terrain, nous allons tout de suite écouter Philippe Levesque de mon atelier Éco-Frugal. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous faire un retour d'expérience sur notre expérience des transferts. Donc, je suis le fondateur de mon atelier Éco-Frugal, une entreprise de l'économie solidaire, sociale et solidaire, et auteur d'un livre, le guide Éco-Frugal. Mon atelier Éco-Frugal est parti d'un constat qu'on a tous fait, c'est que nous sommes tous porteurs de solutions positives. Chacun d'entre nous fait déjà des choses positives pour la planète, que ce soit acheter d'occasion, faire du compost avec son marc de café, utiliser un vélo. Et le constat est le suivant, c'est si on se mettait à mutualiser nos solutions, nos savoir-faire, quel formidable moyen d'accélérer la transition. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un format, mon atelier Éco-Frugal, pour faciliter le partage en présentiel ou en visio, dans le cas du Covid, de ces solutions positives. Donc la spécificité de ce format, c'est que c'est auto-animé et qui est destiné à la fois aux particuliers et aux entreprises. Donc concrètement, comment ça marche? Vous êtes un particulier, vous inscrivez sur monatelier-écofrugal.fr, c'est gratuit. Vous choisissez une de nos thématiques d'atelier. Donc aujourd'hui, on a plusieurs thématiques. On a zéro déchet, on a alimentation, on a habitat. Une fois que vous avez choisi votre thématique, vous créez votre événement en ligne. Vous invitez vos amis, vos voisins, vos collègues. Et dès que vous avez 7 participants confirmés, vous allez recevoir le kit d'auto-animation. Donc le kit d'auto-animation, il est vraiment là pour vous guider, vous légitimer, vous rassurer en tant qu'ambassadeur et animateur de l'atelier. Alors, par exemple, sur le zéro déchet, on a ce qu'on appelle le parcours, les 11 commandements du zéro déchet. Un des commandements, c'est j'achète d'occasion plutôt que neuf. Donc, ce que vous allez faire, vous allez poser la question au groupe, qui parmi vous a acheté d'occasion au cours des 6 derniers mois. Et donc, chacun va pouvoir, à tour de rôle, parler de sa solution positive. Donc, par exemple, si vous achetez vos vêtements sur Vinted, vous allez pouvoir en parler. Et c'est très puissant parce que vous en parlez de manière désintéressée. Vous en parlez en connaissance de cause, désintéressé parce que vous n'êtes pas là pour récupérer des coupons d'achat sur Vinted. Et puis, vous vous adaptez automatiquement à votre auditoire. Si vous avez, par exemple, des mères de famille, vous allez pouvoir parler des vêtements pour enfants. Donc ça, c'est extrêmement efficace pour générer, en fait, du changement de comportement. Et chacun fait la pédagogie des solutions. Donc, en fait, pour résumer, la mécanique de nos ateliers, c'est basé sur le mimétisme social et l'intelligence collective comme catalyseur du changement. Donc, chacun contribue à la hauteur de ces solutions. Ce sont autant de micro-récits qui, amalgamés, mis tous ensemble, vont permettre d'esquisser, un peu sous la forme d'un tableau impressionniste, le chemin de la transition. Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 participants qui ont participé au programme. Et là, je fais le lien avec les transféreurs. Notre grande surprise, alors que ces ateliers, les gens peuvent les faire où ils veulent, qui sont gratuits, la majorité de nos ateliers ont lieu en entreprise. Et ça en dit énormément. Ça en dit énormément, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens font l'atelier au travail avec leurs collègues parce qu'ils ont envie d'embarquer leurs collègues avec eux. Il y a une autre raison, bien sûr, plus pratico-pratique, c'est plus facile de réunir 10 personnes et d'avoir une salle de réunion en entreprise entre midi et 2 heures que chez soi.
L'autre cadre, bien sûr, en deuxième position, c'est entre amis, et puis également dans le milieu associatif. Le transfert des pratiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il a lieu dans les deux sens, là aussi, puisque 40% de ceux qui ont participé à un atelier hors entreprise, un atelier particulier hors entreprise, vont adopter des nouvelles pratiques en entreprise. Et également, 55% de ceux qui ont participé à un atelier particulier sur le lieu de travail vont adopter des nouvelles pratiques chez eux. Donc là aussi, on retrouve les conclusions de l'étude. Alors avec une caractéristique, c'est que nous, ceux et celles qui prennent l'initiative de faire des ateliers, ce sont des transféreurs avancés, vous l'aurez compris. On a, alors ce modèle, oui, une précision, c'est gratuit, donc comment ça marche? Concrètement, on a des partenaires, dont l'ADEME, qui finance la mise en place de ce programme. On a également un programme à destination des entreprises, mon atelier Eco-Frugal Office. C'est exactement le même principe. Le collaborateur volontaire va former son équipe autour de 10 personnes, et cette fois, ça va être un programme en 5 parties où ils vont couvrir vraiment tous les sujets de l'entreprise, à la fois la mobilité, l'énergie, le numérique responsable. Et donc là, on retrouve le mécanisme d'essaimage entre collaborateurs et une deuxième composante qui est la remontée de pistes d'action à la direction. Donc, je vais vous donner un exemple, encore une fois, très concret. Quand on va parler de la mobilité, l'animateur va poser la question au groupe: qui parmi vous vient au travail en vélo électrique? Si quelqu'un vient au travail en vélo électrique, il va pouvoir donner envie à ses collègues de faire la même chose. Donc, de facto, vous accélérez le plan de déplacement mobilité en entreprise, et puis vous allez permettre à certains de découvrir cette nouvelle forme de mobilité. Donc ça, c'est l'essaimage de collaborateurs. Vous pouvez prendre l'initiative d'acheter un vélo électrique sans même vous référer à votre hiérarchie. Et une deuxième composante, comme je le disais, qui est la remontée de pistes d'action. Et donc, par exemple, les membres du groupe vont faire remonter une piste d'action en disant: nous souhaiterions un garage sécurisé parce qu'un vélo électrique, ça coûte cher, on a peur de se faire voler. Ou alors, nous voudrions une borne de recharge, ou alors, pourquoi pas, mettre en place les forfaits mobilité. Donc, les avantages pour les participants sont très simples. Il y a un bénéfice personnel. Je découvre le vélo électrique, ça me servira pour l'entreprise, mais aussi à titre perso. Et pour l'entreprise, ça permet en fait d'identifier qui sont ces transféreurs et potentiellement de s'appuyer sur eux ensuite pour mieux piloter leur politique RSE. Un exemple classique, c'est par exemple les consignes de tri, c'est toujours compliqué. Et bien dans ce cadre-là, vous pouvez vous appuyer sur les participants pour ensuite améliorer votre politique de tri. Donc en conclusion, je dirais, l'entreprise est vraiment un tiers-lieu de la transition, un lieu de partage et de diffusion. Et n'hésitez pas à donner la parole à vos collaborateurs parce que vous allez libérer énormément d'énergie positive. Je vous remercie. Merci Philippe. Et je passe tout de suite la parole à Anne Lecor, cofondatrice du Printemps écologique. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être présente ici. Alors effectivement, nous, on est en fait un groupe, on est un mouvement de transféreurs parce qu'on a commencé un petit peu par ce groupe de salariés qui voulaient agir dans l'entreprise, qui se posaient les questions des actions et des initiatives qu'on pouvait porter auprès de la direction et auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise pour avoir une vraie action et des résultats. Ça pouvait aller sur le périmètre de l'entreprise. Est-ce qu'on va, par exemple, éliminer les gobelets, mais ça va être aussi des questions plus de remise en question aussi du fonctionnement de l'entreprise et de son business model jusqu'à son business model. Donc, on est un éco-syndicat. Donc, on est né en 2020. On a beaucoup grandi pendant la première partie, enfin le premier confinement. Et l'objectif, c'est de réinventer cet outil syndical pour engager les salariés dans la transition écologique et sociale. Et on voit l'outil syndical comme un outil de mobilisation et de transformation interne des entreprises. L'idée derrière, c'est aussi de questionner les conséquences du travail, de mon travail, les conséquences de mon travail sur la société, dans une démarche plus large. Et sur le terrain, très concrètement, comment je peux actionner les différents leviers qui sont mis à ma disposition. Sur ces différents leviers, on en a identifié donc un qui est la représentation des salariés.
parce que en tant que citoyen, je vais pouvoir aller voter. En tant que consommateur, je vais pouvoir aller choisir les produits qui correspondent à mes valeurs. Mais dans le cadre de l'entreprise, il y a cet outil qui est des instances de représentation du salarié qui sont en fait très puissantes et qui permettent aux salariés de devenir aussi citoyens dans son entreprise et d'aller voter pour les convictions qu'il peut porter. Voilà. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on est, cette communauté de transféreurs. Voilà. Donc, on veut être cet outil de transformation et l'étude nous parle beaucoup parce que il y a aussi la partie sur le soutien de l'entreprise aux salariés. Donc on voit qu'il y a des salariés, des transféreurs qui manquent de soutien de la part de leur direction ou de la part de leur entreprise. L'idée, c'est qu'on leur donne les outils de l'action et également qu'on leur donne les outils de la mobilisation dans leur entreprise. Comment, moi, salarié, je vais pouvoir aller mobiliser mes collègues, aller parler de ces instances de représentation du personnel qui sont des outils qu'on peut utiliser. Comment je vais présenter en fait mes moyens d'action et je vais mobiliser autour de moi une communauté qui va pouvoir aller ensuite voter aux élections professionnelles et élire du coup des représentants qui vont soit être Printemps écologique, soit autres, mais qui vont pouvoir aller porter les convictions écologiques. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc l'étude, elle nous parle particulièrement aussi sur la cohérence avec les valeurs personnelles. C'est-à-dire que on voit, et ça c'est par exemple c'est un cas très personnel, et c'est le cas de beaucoup de personnes chez Printemps écologique, c'est que on veut re-questionner notre travail, la manière dont c'est fait. Est-ce qu'on peut le faire mieux avec un impact moindre sur la société, l'environnement et dans une démarche plus écologique? Mais j'ai besoin des autres et j'ai besoin de pouvoir aller voter dans mon entreprise pour mettre en cohérence en fait mes valeurs personnelles avec les valeurs que je vais pouvoir exprimer au travail. Voilà. Donc notre mouvement, il est jeune, mais il rassemble déjà des adhérents et des soutiens. Et donc notre idée, c'est vraiment dans 2 ans de présenter des candidats à ces élections professionnelles pour ensuite pouvoir aller négocier avec les entreprises des accords collectifs pour ensuite avoir des vrais outils de co-construction avec l'entreprise aussi, grâce à la mobilisation des salariés, de la co-construction, de transformation des entreprises par l'intérieur. Merci beaucoup, Anne. Je passe tout de suite la parole à Amélie Goudon-Sapé de l'Atelier Bleu Côte Provençale. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Amélie Goudon-Sapé, je suis chargée de projet au sein de l'Atelier Bleu CPU Côte Provençale, qui est une association d'éducation à l'environnement et de promotion du développement durable qui est basée à La Ciotat, près de Marseille. Nous sommes labellisés Centre permanent d'initiative pour l'environnement et depuis 1984, notre mission est de favoriser l'adoption de comportements éco-responsables sur le territoire de la Côte Provençale en agissant auprès de tous les publics à tous les âges de la vie. Nous sommes un centre de formation, nous accompagnons les professionnels, notamment les entreprises et leurs salariés, pour qu'ils deviennent acteurs de la transition écologique à travers des formations, des ateliers pratiques, des activités de team building et des projets spécifiques comme le projet éco-salarié dont je vais vous parler juste après. En fait, dans le cadre de nos actions auprès des professionnels, nous avons fait des constats qui sont assez similaires à ceux révélés dans le projet transfert. Par rapport à donc ces salariés qui s'engagent dans la sphère personnelle dans des démarches d'éco-responsabilité et qui expriment ce besoin de tendre vers un meilleur alignement entre les valeurs qu'ils portent en tant que citoyens et les pratiques de leur entreprise. Voilà, donc ces constats par rapport à ce sentiment parfois d'isolement, le manque de moyens, les difficultés à se faire comprendre par leurs collègues de travail, à se faire entendre par leurs dirigeants. Et donc, c'est sur la base de ces observations de terrain que nous avons développé le projet éco-salarié. On s'est dit que voilà, c'était peut-être pas tant une minorité que ça et qu'il y avait des choses à faire pour travailler avec eux et
les faire monter en puissance. Donc ce projet vise à identifier, accompagner et mettre en lumière un groupe d'une dizaine de salariés engagés en faveur de la transition écologique dans les entreprises de Marseille, La Ciotat, Aubagne, Gémenos et environ. Donc voilà, ça sera vraiment une première année d'expérimentation sur un tout petit groupe pour ensuite potentiellement aller un peu plus loin les années à venir. Lorsque l'idée de ce projet a germé dans notre équipe, nous avons découvert que ce profil d'individu a fait l'objet de plusieurs études, effectivement dans le cadre du projet transfert. Et finalement, ça a apporté une caution scientifique à nos observations de terrain. Ça nous a permis aussi d'enrichir notre projet en comprenant mieux le profil de ces personnes. Et pour nous, vraiment, ces résultats sont très encourageants. Ce qui nous intéresse le plus, c'est notamment ceux ayant trait à la portée des transferts et à leurs conséquences, notamment à niveau collectif. Effectivement, je crois qu'on parlait de 53% des salariés qui transfèrent des comportements écologiques dans leur entreprise, qui disent que ces comportements ont aussi été adoptés par d'autres salariés. Finalement, cela met bien en évidence le potentiel de ces transféreurs comme levier pour accélérer la transition écologique au sein des organisations, mais également leur besoin d'être accompagnés pour aller plus loin dans leur démarche, et également l'intérêt pour les dirigeants de se saisir de ces enjeux. Donc, dans le cadre du projet éco-salarié, nous venons de lancer un appel à participation pour identifier des transféreurs dans les entreprises de notre territoire. Ces transféreurs, que nous appelons des éco-salariés, seront accompagnés collectivement en 2021 via un cycle de rencontres qui leur permettra de créer du lien pour décupler leur envie d'agir. Donc, on va essayer de faire du partage d'expérience, de l'apprentissage à travers les bonnes pratiques et monter en compétences pour renforcer leur pouvoir d'agir. Des outils seront co-construits pour valoriser la démarche. En fait, les actions de cette communauté d'éco-salariés seront mises en lumière via une campagne de communication à destination du grand public, mais aussi du monde de l'entreprise, dans le but de créer des vocations, d'inspirer d'autres salariés à devenir acteurs du changement et de faire grandir la communauté d'éco-salariés. Nous sommes convaincus que c'est un cercle vertueux qui peut bénéficier à tous, que ce soit aux transféreurs qui sont outillés, valorisés, reconnus dans leurs pratiques, mais aussi à d'autres salariés qui pourront être inspirés et avoir l'envie de se mobiliser à leur tour, mais aussi aux dirigeants d'entreprise qui peuvent s'appuyer sur la dynamique lancée, bref, à l'ensemble de la société. Donc, nous, on est convaincus de tout ça et je vous remercie pour cette prise de parole. Merci beaucoup, Amélie. Et enfin, je laisse la parole à Soline Moretti du réseau FEV. Alors, je ne suis pas sûre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. J'ai été déconnectée, j'ai un très mauvais réseau, pardon. Je vais couper ma caméra. Bonjour à tous, donc moi je suis Soline Moretti, je suis présidente cofondatrice du réseau FEV et je suis très heureuse de participer et puis d'écouter aussi les résultats qui sont très encourageants et qui apportent du grain à moudre à nos actions. Le réseau FEV, c'est une association loi de 1901 de transféreurs quelque part et d'accompagnateurs de transféreurs. Le réseau FEV a été créé en 2016 pour accompagner les transféreurs justement dans leur action, à leur travail en faveur de la transition écologique et solidaire. Donc, on est spécialisé dans le monde du travail. Nous sommes des salariés qui sont engagés, mais nous sommes aussi des accompagnants, puisqu'il y a des psychosociologues, il y a des philosophes, et puis il y a des salariés qui ont développé différentes compétences qui accompagnent les autres transféreurs dans leur action.
Le réseau FEV a 3 missions principales. C'est accompagner et former les transféreurs avec un certain nombre d'outils dont je vous parlerai un petit peu. C'est accompagner la création de collectifs engagés qu'on appelle les FEV, puisque le réseau FEV, c'est aussi une mise en réseau des salariés et de leurs collectifs engagés. Donc ça fait aussi écho un petit peu à ce qui est en train de se développer tout récemment avec le printemps écologique notamment. Et c'est aussi relier les transféreurs entre eux, mais réduire les transféreurs aux acteurs internes de l'entreprise et aux acteurs externes de l'entreprise, qui sont les acteurs ESS. Donc voilà, on a 3 missions principales qui permettent de faciliter les actions, les mises en œuvre des actions des salariés dans l'entreprise sur toutes les thématiques de la transition écologique et solidaire. Alors aujourd'hui, le réseau FEV dispose d'un certain nombre d'outils et qui s'appuient sur l'étude qualitative des transféreurs, et ça c'est très réjouissant parce qu'aujourd'hui de se connaître et de se reconnaître, ça permet aux transféreurs justement de mieux agir sur leur travail. Et aujourd'hui on n'avait pas ces connaissances-là, donc évidemment que c'est très nourricier. On propose une formation à l'action, donc une formation pour les ambassadeurs ou les transféreurs. Donc là, c'est le moyen pour agir sur son lieu de travail. C'est une formation qui est certifiante et qui permet aussi de faciliter la reconnaissance de ces transféreurs sur leur travail. On accompagne aussi la création des FEV, donc l'accompagnement à la création de ces collectifs de transféreurs sur leur lieu de travail et la mise en réseau de ces FEV. On propose aussi des ateliers, donc des ateliers entre transféreurs de différentes entreprises, mais aussi des ateliers à l'intérieur des entreprises, entre transféreurs d'une même entreprise. La richesse aussi du réseau, c'est de mettre les transféreurs justement en réseau de différentes entreprises pour échanger les bonnes pratiques. On propose aussi des parcours accompagnement qui permettent de progresser et d'augmenter sa capacité d'agir au fur et à mesure, puisque chacun est aussi dépositaire de son temps et de ses moyens d'action. Donc, on fait grandir l'empowerment des transféreurs selon ses possibilités et selon ses envies. Et pour préciser aussi, on a 2 niveaux d'action, c'est-à-dire on a le premier niveau qui agit sur les comportements, donc les comportements sociaux en tant qu'individu citoyen dans l'entreprise, mais on agit aussi, en tout cas on accompagne les actions au niveau du métier de l'entreprise en mettant en relation les transféreurs avec les acteurs aussi du territoire pour un peu plus se spécialiser et pouvoir aussi agir sur leur métier. Donc là, l'enquête, l'étude qualitative et quantitative des transféreurs est aujourd'hui, on va dire, un levier extrêmement important pour toutes nos actions, puisque nous, on est actifs sur l'ensemble du territoire, en tout cas sur la métropole de Lyon en particulier, mais aussi sur les autres territoires depuis 2016. Et aujourd'hui, on a besoin aussi de ces outils-là pour faciliter la reconnaissance de ces transféreurs au sein de leur entreprise, pour accélérer la prise en main de nos outils, pour accélérer la création des FEV, donc de ces collectifs de salariés, et l'essaimage de nos outils. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va aider et faciliter l'action des transféreurs sur leur milieu de travail. Merci beaucoup Soline, et nous allons donc nous répondrons nous aurons un temps de questions-réponses à la fin. Tout de suite une dernière alors hop. Question de sondage après tous ces résultats. Donc qu'est-ce qui, pour vous semble prioritaire pour favoriser les transferts? Est-ce que, selon votre expérience, est-ce que c'est d'avoir davantage de reconnaissance ou de soutien de l'entreprise, ou davantage de moyens matériels, ou éventuellement de ressources humaines dédiées aux transféreurs, des incitations financières, donc ça peut être par exemple payer moins cher son café parce qu'on vient avec son propre mug, des obligations légales ou des engagements RSE de l'entreprise, donc pour les politiques d'achat, ou encore faire davantage de sensibilisation, de communication, des conférences, des ateliers, plus d'affiches, plus de mails en interne, etc.
Merci à tous et à toutes pour vos votes. Donc, on retrouve, ça fait écho au résultat du sondage Harris, puisque une grande majorité d'entre vous pense qu'il faudrait davantage de reconnaissance et de soutien au sein de leur organisation pour favoriser les transferts et également davantage de moyens matériels, d'investissement en infrastructures et autres ressources. Une bonne partie d'entre vous, 19% également, davantage de communication et d'action de sensibilisation, mais également un engagement de l'entreprise au travers sa fonction RSE et donc l'établissement de nouvelles règles au sein de l'entreprise. Ça peut être par exemple interdire les gobelets en plastique. Très bien, donc je vais laisser la parole à Delphine. Alors, excuse-moi, Delphine. Voilà. Bonjour à tous, pas de souci. Donc, juste pour me présenter, Delphine Labouze, donc je suis consultante chercheuse en psychologie sociale et je fais partie de l'équipe de recherche du projet Transfert. Donc là, je vais vous présenter quelques recommandations qui reprennent les grands enseignements du projet Transfert et du sondage mené par Harris Interactive et A4MT. Donc déjà, la première recommandation qu'on peut émettre, c'est qu'en amont, la première étape, c'est vraiment de montrer quels sont les bénéfices, quel est l'intérêt et quelle est l'utilité des transferts de pratiques environnementales entre domicile et travail pour vraiment donner envie et motiver les individus. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que ça peut m'apporter d'un point de vue personnel. Donc, pour les individus qui sont sensibles à l'environnement, on l'a déjà dit tout au long de ce webinaire, ça va permettre de se sentir aligné avec ses valeurs en agissant de façon cohérente au domicile, au travail, donc dans toutes les sphères de la vie. Ça peut permettre aussi pour certains de retrouver du sens à leur travail et éventuellement d'améliorer leur bien-être au travail et leur qualité de vie. Mais aussi, ça crée du lien social, de la convivialité. On l'a vu notamment avec les témoignages pendant la table ronde. Ça va créer des occasions de se rencontrer entre collègues. Deuxième recommandation, c'est sur la thématique du lieu de travail. Donc, ça a été dit aussi précédemment. Le développement durable, les problématiques environnementales doivent vraiment investir le lieu de travail, puisqu'actuellement, les actions de sensibilisation sur l'environnement sont plutôt destinées aux citoyens dans leur sphère privée. Or, on a vu qu'il y avait des marges de progression et des marges d'amélioration très importantes sur le lieu de travail, donc un grand potentiel pour y développer davantage de pratiques environnementales. En effet, dans le sondage, on a vu qu'il y avait environ 91% des personnes qui déclarent adopter des gestes pour l'environnement à leur domicile. Donc, si ces 91% de nos répondants le font également au travail, ça aura vraiment un fort impact. La troisième recommandation qu'on peut formuler, c'est vraiment, on l'a dit aussi, mais de faire connaître ce phénomène des transferts, parce qu'il est répandu, alors que ça, c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément à voir dans les résultats. 86% de personnes qui sont considérées comme des transféreurs à différents niveaux, mais il n'est pas assez connu. Donc, le faire connaître, ça va permettre à chacun de s'identifier, de pouvoir se dire, moi aussi, je suis un transféreur. Donc, se sentir appartenir à un groupe dans une démarche collective, voire même nationale. Donc, en parler, ça permet de montrer que ça existe, que les transféreurs sont nombreux. Donc, ça active ce qu'on appelle la norme sociale. Ça veut dire qu'en fait, c'est des comportements qui sont répandus et qui sont en plus socialement valorisés. Donc, si mes collègues sont des transféreurs, moi aussi, je peux l'être. Une quatrième recommandation, c'est vraiment l'idée, on l'a vu, que c'est un phénomène identitaire. Donc, en fait, ça va être comment on peut permettre à chaque salarié d'exprimer sur son lieu de travail son identité environnementale. Pouvoir dire que le respect de l'environnement, c'est une valeur importante pour se définir d'un point de vue personnel et professionnel. Ça fait le lien entre le domicile et le travail. Et pouvoir l'exprimer au travail, pouvoir le rendre visible, ça va permettre de mettre en avant ce besoin de cohérence entre ce qu'on fait à notre domicile et ce qu'on fait au travail. Et ça permet aussi de considérer la personne dans sa globalité, montrer qu'en fait, on est la même personne dans les différents endroits où on est. Et donc, ça nous permet d'exprimer qui on est aussi bien dans notre sphère privée que dans notre sphère professionnelle. Et un dernier enseignement donc, qui a été bien souligné aussi dans les résultats du sondage, c'est de montrer que les organisations ont vraiment un rôle clé à jouer, mais de différentes manières. D'abord, privilégier autant que possible un mode de management participatif. Ça va être donner la possibilité à chaque salarié de prendre des initiatives sur son lieu de travail,
de participer aux décisions, aux orientations stratégiques, donc d'être acteurs, et aussi de proposer des activités sans lien avec leur mission professionnelle, comme des activités liées à l'environnement par exemple. Un deuxième élément, ça va être le soutien. On en a beaucoup parlé, mais il y a ce besoin de soutien de la part de la direction. C'est soutenir, mais c'est aussi mettre en avant les actions, les valoriser, les encourager. Encourager toutes les initiatives individuelles, ça va permettre aussi de générer des émotions positives, par exemple de la fierté, de la satisfaction, pour pérenniser l'engagement et l'implication des salariés. Une autre recommandation pour les organisations, ça va être de formaliser une politique environnementale qui soit claire, qui soit visible et qui soit concrète, pour que chaque salarié soit au courant de l'engagement de son organisation dans la promotion des comportements en faveur de l'environnement. Et en parallèle de cette politique environnementale, il faut aussi qu'il y ait bien entendu des moyens humains, du temps, un budget et des ressources qui y soient allouées. Un élément aussi qui a été souligné par Marion dans les résultats du sondage, c'est le fameux sentiment de contrôle. C'est comment augmenter le sentiment de contrôle personnel pour que chaque salarié se sente capable d'agir pour l'environnement sur son lieu de travail, qu'il sache comment faire et qu'il ait les moyens d'agir. Donc en donnant des informations utiles, des recommandations pratiques pour vraiment réduire les incertitudes et aussi, par exemple, expliquer comment fonctionnent les équipements, puisque c'est un élément qui est un frein. Montrer du coup que c'est facile d'agir sur ces éléments-là. Et un dernier point pour les recommandations, c'est la question de la similarité perçue entre le domicile et le travail. Est-ce que je perçois mes deux lieux de vie et de travail comme étant plutôt proches ou complètement différents en termes de comportement, de conditions matérielles, de moyens? Donc l'idée, c'est de permettre sur les lieux de travail à chaque salarié d'avoir les mêmes possibilités d'action qu'à leur domicile. Et pour ça, ça va être leur redonner des marges de manœuvre sur la gestion du chauffage, de l'éclairage, de la bureautique ou sur la gestion des thématiques environnementales de façon générale. Voilà pour les quelques enseignements clés qu'on pouvait vous partager aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Delphine. Et enfin, je laisse la parole à Cédric Borel, directeur d'A4MT, pour la conclusion avant de passer à un temps de questions-réponses. Oui, alors c'est une conclusion avant questions-réponses. Moi, je tiens à remercier vraiment tous les praticiens qui ont réussi justement à révéler toutes les mécaniques et tous les phénomènes sous-jacents à ce sujet de transfert qu'on intuitait depuis longtemps. En fait, plutôt que remercier tout le monde, justement l'ensemble des praticiens, je veux vraiment témoigner de la richesse de cette rencontre entre ceux qui sont à la manœuvre sur le terrain, comme toutes les entités qui travaillent avec les salariés, les praticiens des sciences humaines et sociales, qui nous aident vraiment à comprendre ce qui se passe. Quel est le fond justement des phénomènes qu'on observe et quelles sont les mécaniques qui sont à l'œuvre. Et avec l'accompagnement d'une ADEME d'un côté, avec les bonnes personnes pour mener ce genre d'enquête, on a une vraie, pénétration au sein de ce qui se passe dans la vie des organisations et des individus. Et je ne peux qu'encourager ce genre d'exploration à l'avenir, puisqu'on révèle, en fait, tant sur le fond scientifique que sur la compréhension. On structure nos intuitions et on a des résultats qu'on a pu partager aujourd'hui et qui sont extrêmement riches. Alors, première chose que je souhaite transmettre comme message, c'est que ces conclusions ne s'arrêtent pas le 17 décembre 2020. Nous allons porter ces conclusions. Il y a parmi les gens qui nous écoutent, il y a plusieurs gens qui sont à la manœuvre dans leurs entreprises, dans leurs grandes organisations, qui sont ces personnes qui sont soit au développement durable ou soit dans des postes qui leur permettent justement de tendre la main aux transféreurs. On a vu que c'était une condition importante des transferts. Eh bien, comptez sur nous, côté A4MT, côté de toutes les équipes, pour continuer à porter les conclusions de ce sondage et des études de transfert auprès des gens qui sont en mesure de changer quelque chose de manière importante. On fera ça, on l'a déjà fait cette année, on va intensifier notre action l'année prochaine pour porter les conclusions et faire résonner cette étude sur les transféreurs. On espère aussi on a vu l'appétit aussi que la presse avait du concept et donc on espère que l'étude Harris ADEME et A4MT permettra aussi de relancer une parole publique sur le sujet puisque si nous sommes 86% de transféreurs,
il faut le dire, il n'y a jamais eu aucune élection qui a atteint personne dans une élection qui a atteint ce pourcentage, donc 86% de la population au travail transfert. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est si on regarde de plus près tous les ingrédients qui font notre transition énergétique, hein, on voit bien qu'on a un sujet d'investissement, bien sûr, il y a un sujet, bien sûr, d'exemplarité de politique ou d'impulsion de l'État et du politique, il y a un sujet de transformation des organisations, mais après, le lien entre tout ça, ce sont les gens, enfin, ce sont les personnes qui créent ce lien, qui participent et qui font société tous ensemble. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel on souhaite à l'avenir nous se pencher. Et si on regarde les transféreurs, on a une perspective de transfert de pratiques à impact raisonnablement intéressant vu le coefficient multiplicateur du nombre de salariés au travail hein, qui font ce transfert. Donc, il y a un coefficient multiplicateur qui correspond à un peu plus de la moitié de la société française. Et en fait, le sujet mais le sujet à l'avenir, c'est qu'il y a des changements beaucoup plus impactants, beaucoup plus durs qui nous attendent ou beaucoup plus intéressants qui nous attendent si on souhaite positiver le propos. Donc, le transféreur, il va supprimer les gobelets en plastique, il va faire des choses qui peuvent aller très, très loin. On a beaucoup décrit de cas qui vont assez loin, dans lesquels il y a des vraies ruptures de pratique ou des vrais changements dans l'environnement de travail. Mais ce qui nous attend en termes de transition vers le bas carbone, vers la société 2050, est quelque chose d'un peu plus conséquent sur le fond. Et du coup, et d'ailleurs, je vous intéresse à l'étude ZEN qui a été produite par l'association Entreprises pour l'environnement, qu'on aime beaucoup, puisqu'elle décrit, via des personae et via une simulation, quelques simulations, quelle sera la vie des personnes en ambiance de neutralité carbone en 2050. Et on voit bien que c'est une vie qui n'est pas une vie de privation, est une vie qui pourrait même nous sembler désirable, tellement on porte de choses qui nous encombrent peut-être ici encore en 2020. Mais en tout cas, si les transferts parlent d'une migration douce et continue, c'est-à-dire d'une force invisible mais significative de transfert de pratiques, on est devant des évolutions qui vont nous demander bien davantage que l'intensité des transferts. Et du coup, on se pose une question, alors cette évolution extrêmement raide, hein, si on regarde l'avenir, hein, qui n'est pas un mur, mais un avenir qui actuellement, vu d'autres sondages, semble sombre à pas mal de gens, mais en fait, en se projetant vers ça, on voit bien qu'il y a beaucoup de questions existentielles, ça crée de l'éco-anxiété, il y a une questionnaire dans le débat public idéologique enflammé entre croissance-décroissance, que les régulations dans les organisations sont vraiment soumises à de vraies pressions. Bon, on voit l'apparition d'un syndicat, l'heureuse apparition d'un syndicat vert, et donc disons que c'est une question qui fait circuler le sang dans l'ensemble des organisations ou des entreprises, si on le veut comme ça, et qu'il y a un sujet de savoir s'il faut passer aussi au niveau démocratique sur de la concertation ou de la contestation. Il y a aussi un sujet qui traîne là-dessus dans le débat public. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une forte remise en cause de toutes les pratiques que nous héritons du XXe siècle. Et derrière, quand on passe du débat public à l'action qui en est faite, ce qui est formidable, c'est qu'on arrive à tracer des gens qui ont une trajectoire individuelle ou des organisations qui ont une trajectoire collective qui vont dans le sens justement de cette progression vers l'État 2050 qu'on espère tous atteindre. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à la suite aux personnes qui ont qui ont réussi à faire une transformation vers la sobriété ou la frugalité et qui ont un peu résolu le sujet. Hein, ils sont ni dans le déni, ils ont été dans l'action et à un moment, ils ont réussi à avoir une trajectoire individuelle qui va assez loin et dans lequel ils ont eu un certain nombre d'effets positifs à la clé. On va pas idéaliser le bonheur retrouvé, mais on va s'attaquer au sujet de, finalement, au-delà de l'intensité des transferts, des phénomènes de plus grande intensité. Et on va souhaiter savoir quels sont les chemins individuels et collectifs, quels sont les moyens, finalement, aussi, quels ont été les déclencheurs, que ce soit la norme sociale, quels aient été les leviers qui les ont mis sur cette trajectoire-là. On va essayer justement de relever l'ensemble des mécaniques et à la fois des techniques d'engagement qui peuvent fonctionner
pour accompagner les gens vers une pente plus importante de changement et quels sont les phénomènes positifs qui ont créé de la désirabilité. Voilà, le mot est lâché, de la désirabilité pour cette trajectoire de changement bien plus positive. Donc, on est en train de préparer avec l'équipe ce qui serait pour nous l'étude 2021, mais non seulement une étude, mais aussi un recueil, en fait. Je dirais même que il faut vraiment que la planète, qui n'a pas d'argent, hein, par définition, la planète n'a pas d'argent, mais puisse trouver à la sortie de ces études ces publicités, disons les messages qui sont capables de réussir la désirabilité de cette transformation profonde. C'est ce qui, chez nous, est l'étude plus, on lui a donné un petit nom de code, pour les usages de la sobriété, mais qui va souhaiter justement reprendre le patrimoine d'analyse qu'on a pu collecter au niveau de transfert et puis des études antérieures, de toutes les études menées par les associations amies avec lesquelles on a pu travailler jusque-là, et on souhaite aller sur la marge d'une intensité plus forte de changement, et bien sûr, l'étude transfert a révélé de très nombreuses choses que l'on reprendra dans ce futur. Donc voilà, c'est une conclusion qui vise à vous pointer du doigt un avenir plus radical qui nous attend en termes de changement. Les transferts sont une première intensité. Il va falloir s'attacher maintenant à caractériser ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Je vous laisse ça en perspective d'avenir. J'ai vu tellement de questions dans le chat que je m'arrête là. Et je te repasse la main, Marine. En tout cas, merci d'avoir suivi ce sujet et merci à toute l'équipe. Ça a été une année passionnante grâce à vous. Merci beaucoup Cédric et merci à tous. Donc, je propose que tout le monde remette sa caméra pour ce petit temps d'échange. Nous allons prendre les questions pour ceux qui peuvent rester. Pour ceux qui doivent nous quitter, donc nous vous enverrons un email avec tous les liens donc vers l'ensemble des résultats, les outils à votre disposition sur le site de l'ADEME et également donc les réponses aux questions qui sont aujourd'hui dans le chat et que nous n'aurons pas le temps de prendre. Donc, alors. Ok, on a eu énormément de questions. Je ne sais pas si, voilà, je les ai toutes réunies. Si certains d'entre vous qui ont répondu peut-être trouvent pertinentes. Alors, on ne peut pas répondre à tout, bien sûr, mais si vous en trouvez d'autres plus, voilà, là, il serait l'occasion de répondre. N'hésitez surtout pas. Moi, je propose de commencer je sélectionne un peu arbitrairement une question que je trouvais intéressante. Alors, du coup, il faut que je la retrouve, mais c'était la question de savoir si le transfert, ça concernait uniquement finalement les éco-gestes au travail, ou est-ce que ça transformait aussi le métier, l'activité productive. Donc nous, effectivement, dans l'étude qu'on a menée, ce qui est apparu, c'est plutôt cette capacité d'amener un changement dans la consommation au travail, et donc plutôt sur les éco-gestes. C'est dans nos observations plutôt un phénomène encore informel. Donc le lien avec l'activité productive, il se fait pas toujours au niveau de l'entreprise. Par contre, il se fait pour les transféreurs, notamment parce qu'il y en a plusieurs dans l'étude qualitative qui s'interrogeaient sur leur reconversion professionnelle, justement ne trouvant pas écho à cette évolution de l'activité productive au sein de l'entreprise dans laquelle ils étaient. Donc c'est là où le rôle effectivement des syndicats sur cette question-là est important, notamment pour faire ce lien entre l'engagement sur le lieu de travail et l'évolution de l'activité de l'entreprise. Voilà. Peut-être enchaîner pour les quelques questions qui portaient sur le sondage. Alors c'est vrai qu'on a présenté les résultats transversaux, on a pas mal de questions sur est-ce que les résultats changent selon le sexe, la catégorie socio-professionnelle ou ce genre de choses. Alors, en tout cas, pour répondre sur les catégories socio-professionnelles, on avait bien tout le monde, hein, on était représentatif, hein, donc on a des ouvriers, des employés, des professions intermédiaires, des cadres, etc. Et ce serait faux de dire que le transfert, c'est un phénomène de CSP+,
Seulement, hein, les chiffres le prouvent, vu le niveau qu'on a de transféreurs, c'est loin d'être le cas. Sur le sexe, j'y passe un peu de temps parce que on a un peu plus de femmes dans les non-transféreurs, mais je pense que c'est vraiment l'effet de variable croisée, c'est-à-dire que comme on a plus de non-transféreurs dans le commerce, dans la fonction publique, dans les petites entreprises, c'est des environnements de travail où on va retrouver parfois plus de femmes. Et du coup, je pense pas du tout que ce soit un effet de sexe. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire là encore que le phénomène est tellement massif que hommes et femmes sont concernés et qu'il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle charge mentale qui pèserait sur les femmes et qui aurait la responsabilité de verdir les espaces de travail ou ce genre de choses. Ça concerne bien hommes comme femmes. Donc en effet, on a quelques différences dans le sondage là-dessus, mais je pense qu'elles sont à relativiser. Pareil, on a eu des questions sur le top management, c'est-à-dire est-ce qu'on a su identifier si on avait plus ou moins de transferts dans le top management. On n'a pas complètement cette information-là. On peut y accéder un petit peu avec la CSP ou des types de fonctions qu'on avait interrogées, mais on n'a pas de réponse spécifique sur le top management. Voilà, je crois que j'ai à peu près traité toutes les questions qui portaient sur des sous-catégories dans le sondage. J'espère que je n'en ai pas oublié. Je vais juste faire une toute petite réponse par rapport à une question qui est arrivée en tout dernier sur d'où ça vient ce terme de transfert. Et en fait, il y a des études en psychologie sociale qui datent déjà de nombreuses années sur un effet qui s'appelle l'effet spillover. Et en fait, c'est cette idée de diffusion. Par exemple, si on agit sur le tri des déchets, dans quelle mesure ça va pouvoir se diffuser à d'autres pratiques? Et si on agit au domicile, dans quelle mesure ça va pouvoir se diffuser vers le lieu de travail? Donc c'était un peu partie de ça. On a eu du mal à traduire cet effet spillover en français. Et plutôt que de diffusion, on s'est dit c'est vraiment l'idée de transfert entre alors là, on a étudié le transfert entre domicile-travail, mais on peut aussi l'étudier, en psychologie sociale, on l'a étudié entre un comportement sur, par exemple, le tri des déchets, à d'autres comportements environnementaux. Voilà, c'était pour répondre à cette question. Je laisse la parole à mes collègues. Alors moi, je vais répondre à une petite question que j'ai oubliée, qui était intéressante. Quelqu'un qui disait, mais je comprends pas qu'on puisse avoir des collègues qui aient des attitudes peu encourageantes alors qu'on a l'impression que tout le monde est transféreur. Donc une petite contradiction qui pouvait être pointée dans le sondage. Je pense que c'est pas une vraie contradiction. Il y a deux faits, à mon avis, qui peuvent expliquer ça. Ça peut être effectivement une mauvaise perception, une mauvaise représentation, c'est de se dire on n'est pas soutenu par nos collègues, mais en fait, c'est peut-être juste que c'est pas un sujet de discussion suffisant aujourd'hui dans l'entreprise et du coup, on ne sait pas vraiment quelle est l'attitude de ses collègues et on projette. Et on se sent isolé alors qu'on ne serait pas forcément, ce qui plaide pour en faire un sujet plus libéré dans l'entreprise. Et deuxièmement, je pense que ça dépend tellement des types de comportements. C'est-à-dire qu'on peut avoir des collègues qui vont être en soutien sur le fait d'éteindre les lumières le soir, beaucoup moins quand il s'agit d'enlever 1 ou 2 degrés sur le chauffage. Donc je pense qu'on n'est pas sur des attitudes qui sont monoblocs ou voilà, c'est des sujets de discussion, parfois de tension. Je ne sais plus qui avait utilisé le terme, mais il y a voilà, aussi la manière de le faire. Donc on peut avoir peut-être des transféreurs avancés qui ont des postures très très volontaristes qui peuvent heurter un certain nombre de collègues. Donc je pense que c'est pas une contradiction d'avoir à la fois un fort pourcentage de transféreurs et certains transféreurs qui se sentent quand même un peu isolés ou en tout cas pas assez soutenus. Merci Marion. Et on avait notamment une question sur comment transposer les conclusions dans les sphères sociales qui sont hors du monde du travail, donc les inactifs, les actifs hors emploi. Peut-être laisser Marion prendre cette question, même si on ne peut pas, moi ce que je peux dire c'est qu'on ne peut pas étendre les conclusions d'un questionnaire fait et conçu pour une population faisant partie des actifs pour les inactifs. Moi, je pense que on l'a vu, hein, le sens de transfert le plus évident, en tout cas le plus massif aujourd'hui, c'est on fait quelque chose chez soi et on va finir par le faire aussi au travail parce qu'on en a marre d'être moins bon, entre guillemets, au travail que chez soi en matière d'environnement. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger le reste.
C'est-à-dire qu'on a quand même plus d'une personne sur deux dans le sondage qui dit avoir pris des bonnes pratiques sur son lieu de travail, avoir appris quelque chose en faveur de l'environnement sur son lieu de travail et l'avoir importé avec lui à son domicile. Et on l'a vu, il y avait la volonté, bien évidemment, d'agir sur les membres de son foyer, mais plus largement aussi à travers son cercle amical, les associations locales, les voisins, les quartiers. Voilà, on n'a pas forcément parlé aussi de tout le rôle des collectivités locales ou des acteurs locaux. Donc en effet, le sondage, il portait que sur des salariés, donc des actifs, des gens en activité, mais tout laisse à penser que si ce développement-là se fait dans la sphère professionnelle, justement, ça va rayonner et agir sur l'ensemble de la sphère sociale. Ça me permet de compléter en évoquant une autre forme de transfert que j'ai étudiée précédemment, qui est la question de la rénovation énergétique des copropriétés, ou peut-être plus largement du changement écologique des copropriétés, puisque ce que j'avais observé, c'est que les copropriétaires qui étaient à la manœuvre sur ce type de projet, qui concerne donc l'habitat, donc une sphère privée, c'était très souvent des gens qui avaient eu une activité professionnelle en lien avec l'énergie, en lien avec l'environnement. Et donc, ça renvoie à une forme de transfert, cette fois du travail vers le domicile. Il y avait une question aussi sur la partie. Ouais. Oui, je disais, il y avait une question aussi sur le CSE et est-ce que c'était est-ce que la cause écologique faisait partie des missions du CSE? Donc oui, c'est nouveau, donc c'est pas encore le cas, mais ça a été en fait demandé par la Convention citoyenne pour le climat. Donc le gouvernement a validé il y a quelques semaines ce nouveau rôle du CSE, où on va avoir en fait dans les attributions du CSE les enjeux environnementaux, et avec des nouvelles modalités de consultation sur ces sujets-là du CSE pour l'entreprise. Donc ça élargit les attributions du CSE à ce niveau-là, donc c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Et j'avais aussi une question sur Printemps écologique. À quelles entreprises est-ce qu'on s'adresse? J'ai envie de dire toutes. Il y a 25 millions de salariés aujourd'hui. Seulement 11% de personnes syndiquées. Donc on est sur un chiffre, un nombre de personnes syndiquées assez faible. L'idée, c'est qu'on s'adresse à toutes les entreprises de tous les secteurs. Donc, il y a 21 secteurs qu'on a déterminés au niveau national. Donc, on s'adresse aussi bien au secteur métallurgie, conseil que plasturgie ou autre. Voilà. Et en termes de taille, on s'adresse aussi à toutes les entreprises, sachant qu'à partir de 11 salariés, il y a des instances de représentation du personnel. Donc, c'est un peu plus vers ces entreprises-là, à partir de 11 salariés, qu'on s'adresse. Mais l'idée, c'est de toucher toutes les entreprises et d'avoir un mouvement global. Voilà. Il y a énormément de questions très pertinentes, très intéressantes, notamment aussi pour les partenaires. Donc là, vous voyez, nous avons dépassé le temps. Donc, on vous enverra bien évidemment toutes les informations sur tous les intervenants, toutes leurs structures et toutes leurs actions. Donc, pas de panique. Voilà. Voilà, nous répondrons à l'ensemble des questions par retour de mail. Comme ça, on pourra les adresser à chacun afin que personne ne soit frustré et puisse avoir la réponse à toutes ces questions qui sont extrêmement pertinentes. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour être venus assister donc à cette restitution. Ça a vraiment été un plaisir de mener cette étude aux côtés d'Aris, de Gaëtan, de Cédric, donc l'IFEV, les équipes d'A4MT, Delphine, Laurent, et ensuite de coopérer avec nos partenaires. Eh bien, à très bientôt. Et merci à tous d'être venus. Merci beaucoup à l'ADEME pour votre confiance et des collaborations toujours très étroites. Anaïs, vous retrouverez également sur le site d'A4MT en plus des résultats,
des infographies qui vous permettront, voilà, vous pouvez les télécharger, elles seront en libre accès et vous pourrez les utiliser si ça peut vous aider dans le cadre de vos transferts ou du soutien aux transféreurs. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Bonne journée, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Bonne journée.